le monde capitaliste a été un cauchemar dès le départ. Et du coup, tout le truc qui va avec, genre l'école, l'apprentissage de la soumission, l'économie, enfin tout le truc, ça a été plutôt un cauchemar. Et je me disais, en fait, c'est ça la vie, c'est-à-dire que la semaine, on va à l'école, on apprend des trucs, mais sans intérêt sur Napoléon. Et le samedi, dimanche, on va faire du shopping. Enfin, je me disais un peu, j'aime pas, quoi. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a mené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. On est donc avec Audrey Vernon. Salut Audrey. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe Audrey? Ça va bien? Écoute, ça va super, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là. Eh ben moi, je suis très heureux de t'avoir et surtout que ça fait un petit moment que j'ai en tête de pouvoir te faire passer à mon micro et j'ai vu que tu sortais. Je me suis dit que c'était l'occasion de te recevoir. C'est que tu vas à l'Européen? Tout à fait. Le 28 novembre, c'est ça? Exactement, je suis très contente. C'est la première fois que j'irai dans cette salle que je trouve magnifique. Et voilà, oui, donc c'est à l'Européen et je rejoue Comment épouser un milliardaire que j'ai pas joué depuis 3 ans. Et c'est probablement la dernière fois que je le jouerai. Oui, parce que tu as joué pendant 10 ans avant ça, ou quasiment 10 ans avant ça. Exactement. Et tu le ressors à l'occasion. Alors, pourquoi? Parce que tu fais une prestation spéciale, enfin un spectacle spécial pour Survival, c'est ça? Exactement, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais très envie de rejouer Comment épouser un milliardaire parce que depuis la pandémie, les milliardaires sont devenus encore plus riches, plus nombreux. Là, ils sont 2668, alors que quand j'ai écrit le spectacle, ils étaient 793. La pandémie les a encore enrichis. Il y a tous ces nouveaux milliardaires, Elon Musk, qui sont un peu délirants, qui sont en train de détruire la planète à une vitesse hallucinante. Et donc, j'avais très envie de le rejouer. Et je l'avais pas joué depuis 3 ans parce que Georgia Sinicorni m'avait remplacé dans le rôle. Et j'ai eu très envie de le rejouer, oui, pour Survival International, qui est une ONG qui défend les peuples autochtones. Et voilà, je trouve que c'est une parole qui est très importante aujourd'hui, la parole des populations autochtones qui se battent contre les mêmes milliardaires que moi, sauf qu'eux, ils sont vraiment dans une survie immédiate, ils sont privés de leur forêt, de leurs moyens de subsistance, ils sont déportés, délocalisés, et ils ont aussi une façon de vivre qui est sans argent, sans multinationales, dans d'autres valeurs que les nôtres, et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre de leur façon de vivre. Et alors, t'es comédienne? Autrice. Tu te présentes comme ça, c'est ça? C'est toujours compliqué. Humoriste. Humoriste, j'ai peur de ne pas avoir droit de prétendre au titre. Pourquoi? Parce qu'on est quand même dans des spectacles spéciaux. Alors, je pense que j'essaye de gruger un peu en disant que c'est des spectacles d'humour, mais bon, clairement, sur Fukushima ou Marx et Jenny, je sors un peu du... Oui, de l'étiquette. On va faire rire toutes les X secondes le public. Ouais, je suis un peu plus dans l'arnaque que dans l'étiquette. L'arnaque d'être humoriste, c'est ça? Ouais. T'as l'impression que tu vends aux gens un spectacle d'humour, et puis en fait après tu les as emprisonnés dans une salle pendant 1 heure. Et je leur prends la tête sur Karl Marx. Je vais vous lobotomiser. Ouais, exactement. Okay. On va reparler de toute ton histoire parce que avant ça t'as fait de la télé aussi, t'as fait plein de choses en vrai. Et surtout, je t'entendais dire que l'un de tes trucs maintenant, c'est de faire en sorte de jouer plus pour toi, plus pour ta pomme en fait. Tu veux vraiment faire en sorte de répandre limite la bonne parole et de venir raconter aux gens
le plus possible, en tout cas, de faire passer ton message, c'est ça? C'est ça, je joue en robe orange. Et... non, mais je sais pas. Oui, en fait, j'ai tellement eu de la chance dans ma carrière, dans mon travail et tout ça, que maintenant, c'est vrai que jouer juste pour moi, c'est quelque chose qui me paraît un peu superflu. Et voilà, j'ai trouvé cette idée merveilleuse de jouer dans les ZAD ou dans les usines ou au profit d'associations. Et finalement, c'est quelque chose que je préfère. D'accord. Et qui... Alors, ma productrice est vraiment ravie. Oui, j'allais dire... Parce que vraiment, je dirais, le business plan n'est pas encore complètement au point. Ouais. Mais elle est adorable et elle me soutient dans cette voie. C'est un business plan décroissant finalement, donc c'est un peu l'avenir du business plan, c'est ça que... Exactement. Mais oui, c'est ça, on est précurseur sur le business plan, je crois. Peut-être. Oui, mais étant donné que je vais vers une société sans argent, finalement, voilà, c'est plus un truc de partage, je dirais. Ok. Bon, la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, Audrey, quand tu avais 7-8 ans? Alors, j'avais préparé la réponse puisque tu me l'avais dit, donc je me suis dit, alors, je me souviens que j'étais dans la période Madonna. Ok. Voilà. J'étais sortie de la période Chantal Goya. Oui. C'était avant la période Marilyn, mais voilà, j'étais beaucoup dans Madonna. T'as une période Marilyn, toi? Ah ouais, j'ai une énorme, et qui n'est toujours pas terminée d'ailleurs, mais voilà, non, là j'étais en pleine période Madonna, La Isla Bonita, Who's That Girl, tout ça quoi. Le tigre, enfin je sais plus c'était quoi comme animal, mais voilà, donc j'étais avec ma meilleure copine qui s'appelle Vanessa et on faisait essentiellement du playback. Ah oui, oui. Vous filmiez? Alors je crois pas qu'il y avait des caméras à l'époque. Bah t'es quand même... Alors, en 1912, les enfants. Je ne savais pas qu'il y avait de caméra à l'époque de Madonna. Non, on ne filmait pas. Non. Ok. Comment ça se passait à l'école pour toi? Est-ce que tu faisais partie des meufs populaires? Je te vois bien. Alors, j'étais dans ma période religieuse. Parce qu'on était dans une école de bonnes sœurs. Quoi? Et donc, voilà, je priais beaucoup. J'étais complètement mystique. Ouais, j'étais vraiment partie dans le concept global de religion. Toi, t'as fait une école de bonnes sœurs? Bah, disons que c'était une école catholique, privée, normale, mais qui était... les maîtresses étaient encore des bonnes sœurs, quoi. Alors, je me souviens plus si elles étaient vraiment religieuses, mais en tout cas, il y avait la messe le jeudi matin, et moi, je croyais tout ce qu'on me disait. Donc, je me souviens quand il nous disait si vous n'allez pas à la messe le dimanche, c'est un péché mortel. J'étais allez, c'est bon, toute ma famille va mourir, super. Enfin, oui, j'étais vraiment très icône, tout ça, quoi. La bonne culpabilité, là, à 7-8 ans quand même, hein, c'est bim, hein. C'est marrant, c'était pas trop la culpabilité, non, c'était plutôt, j'étais assez joyeuse vis-à-vis de la religion, j'aimais bien la messe et tout ça. Mes parents, moins. Donc, ils ont fini par m'enlever de cette école. Ah, tes parents, ils t'avaient mis dans un lycée privé catho en n'étant pas forcément... disons que c'était ce qu'il y avait de plus près de la maison. Donc, mais j'étais hyper contente parce que j'ai rencontré ma meilleure copine et puis que c'était plutôt une période joyeuse. Ok. Waouh, alors ça, si on m'avait dit qu'en fait Audrey était passée par un lycée catho et qu'en fait elle croyait à la religion... Alors, c'était pas un lycée, on était dans une école primaire. Une école, ah oui, pardon. Tu m'as dit 7-8 ans. Oui, 7-8 ans, bien sûr que c'est un... Non, mais bien sûr. Ah non, je me trompe, ok. Non, oui, j'étais pas du tout. Moi, j'étais vraiment déjà encore dans la période petite enfance, quoi. Ok. Il fallait aller direct au lycée. Non, pas du tout. C'était juste pour savoir. C'était peur que ça va être trop long. Putain, elle m'a fait 10 minutes sur le primaire. Bah, j'adore. Non, mais en plus, souvent, tu sais, les gens, ils peuvent me parler parfois très longtemps de leur période de petite enfance et ça explique plein de choses sur ce qui se passe après. Souvent, c'est chez les artistes en plus parce que alors, je sais pas si c'est ton cas, mais souvent les artistes vont puiser dans leur enfance, si tu veux, pour finir par se retrouver à peut-être régler leur manque d'amour sur scène. Écoute, il faudrait que je réfléchisse à qu'est-ce qu'il y a de Chantal Goya dans mes spectacles, alors. Ouais. Ce matin, un lapin a tué un chasseur, quoi, tu vois. C'était un lapin qui avait un fusil. Hein. C'est vrai. C'est la revanche des riches, des pauvres contre les riches. Ouais, c'est vrai. L'oppresseur, l'oppressé qui devient oppresseur, quoi. Peut-être c'est ça, hein, je sais pas.
Comment se passent les études pour toi? Comment se passe le lycée, les études, etc.? Alors, j'ai pas. Alors, globalement, pour moi, le monde capitaliste a été un cauchemar dès le départ. Et du coup, tout le truc qui va avec, genre l'école, l'apprentissage de la soumission, l'économie, enfin tout le truc, ça a été plutôt un cauchemar. Ok. C'est-à-dire que je te donne un seul exemple, mais la grossophobie, par exemple, à l'école, a été un souvenir difficile. Alors, c'était pas moi qui étais victime de ça, mais des amis proches. Enfin, tout ce truc de violence un peu qui n'était pas du tout modéré par les adultes. Et je me disais, en fait, c'est ça la vie. C'est-à-dire que la semaine, on va à l'école, on apprend des trucs, mais sans intérêt sur Napoléon. Et le samedi, dimanche, on va faire du shopping. Enfin, je me disais un peu, j'aime pas, quoi. T'étais déjà anticapitaliste, genre au lycée, quoi. Mais même pas au lycée, en fait. Avant ça. Ouais. Tu disais que c'est vain. Quel est l'intérêt? Ah ouais. Ah ouais? Ouais. Vraiment, je me disais, c'est nul. Ok. Et tu trouvais où de la joie, alors? Eh ben, quand j'avais 11 ans, mes parents m'ont inscrit dans un cours de théâtre. Ok. Et ça a été vraiment la libération. Je me suis dit, mais il y a autre chose de plus intéressant. Et là, j'ai découvert les textes de Tennessee Williams. Bon, à 11 ans, je jouais des trucs de femmes qui se font violer et tout. Mais je pense que je captais rien à ce que je racontais, mais la beauté des textes était vraiment un grand soulagement. Et puis pouvoir jouer, faire quelque chose en commun, je dirais, qui avait plus de sens pour moi que d'apprendre les fractions. Ouais. Je pense que c'était vraiment l'aventure commune de faire un spectacle. C'était plein d'endorphines, d'aller jouer, de préparer, les costumes. Et voilà, et assez vite, j'ai rejoint une troupe qui s'appelait les Speed Polochons. Ok. Voilà, on était une dizaine. Et il y avait Karine Dubernet, d'ailleurs. Fou. Bah oui. Karine. On était à Marseille, il y avait ma copine Julie, Guillaume Bouchet, enfin, Marc Pistolesi. Il y avait plein de comédiens qui sont toujours comédiens aujourd'hui, sauf Julie, mais qu'on embrasse. Coucou Julie, qui nous écoute. Mais qui fait des trucs super aussi. Et voilà. Et donc, j'ai rejoint leur troupe et on montait des spectacles amateur, alors je sais pas si on dirait amateur, enfin c'était un mi-amateur, semi-amateur, je sais pas, enfin en tout cas on jouait une ou deux pièces par an, qui étaient vraiment, vraiment chouettes, et c'est ça qui m'a un peu sauvée, quoi. Et là t'étais collège-lycée, c'est ça? Ouais. Ok. Et tu fais quoi après tes études, après le bac, tu fais quoi comme études? Tu te dis ok, let's go dans le théâtre ou? Alors, c'était une époque aussi, donc moi je vivais à Marseille et il y avait aussi Titoff. Ouais. Titoff et son producteur. Enfin, c'était pas du tout son producteur. En fait, moi j'étais copine avec toute cette bande, Titoff, Jean-Philippe Bouchard, et donc j'évoluais un peu dans ce monde. Ils étaient plus âgés que moi, mais voilà, c'était des gens que j'aimais beaucoup. On jouait beaucoup à la contrée, aux cartes. À la contre, je ne connais pas ce jeu. C'est un peu comme la belote, mais voilà. Donc, en gros, c'est une époque où moi, j'étais en hippocagne, donc je faisais des études assez sérieuses, tout en jouant aux cartes l'après-midi et en jouant au théâtre le soir. Donc, il y a eu un moment où le lycée Thiers et Hippocagne, ils m'ont dit en fait, ça va pas être possible de passer en Cagne parce que le niveau global est pas vraiment en adéquation avec les attentes. Et donc là, j'ai arrêté de faire des études. Enfin, pas vraiment. Après, j'ai encore fait une licence d'histoire parce que j'avais quand même un gros doute sur ma capacité à être comédienne. Ok. Et en tout cas à vivre de ce métier et puis même juste à y arriver. Tes parents étaient pas du tout dans le milieu artistique ou? Non, pas du tout. Okay. Pas du tout, et vraiment avec aucun indice de qu'est-ce qu'il faut faire pour
Oui. Ouais. C'est Pour quoi, faire ça, c'est quoi. quoi les étapes Non, vraiment aucun indice. Donc, moi, un petit peu, j'avais fait j'avais déjà commencé, j'étais au Conservatoire de Toulon, j'avais déjà un peu mis le pied dans les études de théâtre, mais tout en menant des études en parallèle. Et j'ai gardé ce truc un peu double pendant 2-3 ans. Et jusqu'au jour où j'étais à Paris, en fait, avec ma copine Élise, on s'est rencontrés à l'ERAC, une école de théâtre à Cannes. Et Donc t'as quand même fait cette école de théâtre. ouais. Ok. Et je sais plus c'est quoi la question. Bah en fait, en gros, moi je cherche toujours un petit peu les différents chemins, tu sais, qui t'ont amené à faire ce que tu faisais, quoi. Donc à un moment donné, t'atterris chez Canal, c'est ça? Ah ouais, mais ça, c'est plus tard. Plus tard, Ah, ok. oui. En fait, donc ce qui se passe, je suis à Marseille, je fais cette école de théâtre à Cannes avec ma copine Élise et Estelle, qui sont toujours mes copines actuellement. Donc c'est vraiment c'est des copines comédiennes aussi. Donc voilà, on est toujours très proches. Et puis Élise me dit, il faut qu'on fasse le conservatoire du 10e à Paris parce que c'est le meilleur conservatoire. Et donc, toutes les deux, on était du Sud, donc, et toutes les deux, on passe le concours d'entrée au conservatoire du 10e devant Jean-Louis Billot, qui était un professeur de théâtre un peu mythique, parce qu'il avait été prof de Juliette Binoche. Ah oui. Et donc, on est prises toutes les deux, et c'est comme ça qu'on s'est installé petite provinciale à la capitale. Et voilà, c'était assez incroyable, parce qu'effectivement, ce conservatoire était génial. Il y avait plein de gens super. Il y avait Louis Garrel, par exemple, Arthur Igual. Enfin, il y avait beaucoup de jeunes gens qui n'étaient pas du tout connus à l'époque, évidemment. On faisait tous nos études, en fait, de théâtre. Mais disons qu'il y avait une bonne émulation, une bonne ambiance. Et moi, je faisais tous les petits boulots qui existaient. J'ai fait des trucs, mais n'importe quoi. Parce que je savais pas du tout comment faire pour arriver à vivre tout ça. Tes parents te finançaient pas tes études ou Oui, ils me finançaient, mais j'étais serveuse dans un bar, dans un restaurant qui s'appelait Le Calife, qui était un bateau péniche au pied Notre-Dame de Paris. Et c'est rigolo parce que la nouvelle scène est à l'emplacement de ce premier boulot. Je faisais énormément de figuration. La nouvelle scène qui est donc qui est une péniche théâtre, restaurant aussi qui fait resto, et c'est un endroit où tu as beaucoup joué. Ouais, c'est un endroit que j'ai inauguré. Même, en plus, oui, c'est vrai que tu as été un peu la marraine. Complètement. Je suis contente parce que ça se passe bien, donc je suis plutôt heureuse. Je me dis ouf, je l'aurais pas. T'as été une bonne fée, c'est ça, au-dessus de leur berceau. En tout cas, ça va. Ouais. Ok, donc t'es figurante aussi, c'est ça? Tu fais beaucoup de figuration. Enfin, en fait, en gros, t'essaies un peu de tirer ton épingle du jeu, c'est ça? Oui, je faisais beaucoup de figures. Je me souviens, une des premières figures que j'avais fait, ça s'appelait La Parenthèse Enchantée. C'était avec Roche Dizem, Éric Caravaca, Clotilde Courreau. Et oui, j'étais vraiment, j'adorais en fait les plateaux, les tournages, le maquillage, les loges. En fait, très vite, j'ai compris que être en communauté et réaliser quelque chose, c'était vraiment quelque chose qui me rendait super heureuse. Mais j'avais quand même aucune... je savais pas trop comment j'allais me débrouiller pour y arriver. Et donc, je faisais plein de castings pour des trucs, n'importe quoi. C'est marrant, j'en reparlais il y a pas très longtemps. Je me souviens, j'avais fait une espèce de truc où il fallait se faire passer pour quelqu'un et livrer un témoignage, faire comme si c'était vrai. Et puis, il y avait une espèce d'animateur de télé qui était là et qui disait « Ah bon, mais vous avez été la maîtresse du mari de votre mère, je sais pas quoi. » Enfin, un truc de télé comme ça. Je me souviens, c'était à la Plaine Saint-Denis que ça s'enregistrait. Et j'ai été doublure lumière d'Ornella Muti. Ah ouais? Ouais. Alors, doublure lumière, pour les gens qui savent pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te poses là? C'est-à-dire que c'était pour des publicités. Et donc, toute l'équipe technique fait tous les réglages sur toi pour régler la lumière, le point, la caméra, etc. Et puis, une fois que ils sont contents de leur lumière et tout ça, il y a la star qui arrive et qui enregistre sa prise. Et c'est vrai que Ornella Muti, elle était quand même incroyable. Elle avait une façon de bouger
de faire des retournées qui me fascinaient. Je la trouvais incroyable et vraiment, fascinante, quoi. Donc voilà, j'aimais beaucoup être doubleur lumière aussi. Ok. Comme quoi ça mène à tout, hein, vraiment. Bah oui. Puis il faut tester plein de boulots, enfin plein de petits boulots, c'est ça aussi que ça veut dire, quoi. C'est quand tu veux percer un peu dans ce milieu, faut pas hésiter à aller faire plein de trucs, c'est ça? Oh oui, je pense. Après, il faut faire attention parce qu'il y a quand même des trucs un peu dangereux, mais ouais. Il y a des trucs que je déconseille, mais c'est vrai que oui, en tout cas, y aller, c'est sympa, et puis on rencontre des gens, et puis moi je suis vraiment assez midinette, et je le suis plutôt restée, et c'est vrai que tout ce milieu-là, c'est un milieu que j'aimais beaucoup, quoi. Le milieu du théâtre. Quand tu dis midinette, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis assez fan. Ouais. Je m'amuse encore à faire des classements de mes actrices préférées en fonction de différents critères. Enfin, je suis fréquent star de Laurent Boyer. Bien sûr. J'aimais trop. Pour les jeunes qui connaissent pas, c'était une émission d'interview de Laurent Boyer sur M6. Ouais, j'ai un peu l'impression d'être dans Fréquence Star. Tu vois, rien que le nom de ton podcast, putain, je trouve ça incroyable. C'est ça, comme ça que j'aurais dû l'appeler. Genre, Fréquence Star sans Laurent Boyer. Et sans star, en l'occurrence, avec moi. Wesh. Non, mais c'est pourquoi tu te considères pas comme une star? Non. Ok. Pourtant. Non, pourtant rien du tout. Non, mais sérieux. Mais en fait, ça dépend de où tu places le truc de star. Moi, star, pour moi, star, c'est Oscar à Hollywood, c'est Marion Cotillard, c'est Catherine Deneuve, c'est voilà. Mais je suis bien à ma place et à les regarder, elles, dans la lumière, à être incroyables. Vanessa Paradis, enfin, toutes, je les trouve toujours formidables. Bon, sauf ce truc d'égérie de marque de milliardaire. Bon, ça, on en reparlera. Il faudrait qu'elles arrêtent, mais je peux même leur pardonner. Pas à toutes, mais certaines, oui. Ok. Mais c'est marrant parce que je me serais dit, tu vois, quand tu veux devenir actrice, comédienne, c'est un truc vers lequel tu as envie d'aller, parce qu'en fait, tu as envie d'aller dans la lumière. Et tu vois, pour moi, j'ai toujours un peu ce truc de, est-ce que aujourd'hui, c'est un truc que tu admires et vers lequel tu aimerais aller, toi? Plus de lumière? Ouais. Parce que en jouant dans les ZAD, peut-être on n'est pas sûr. C'est encore un problème de business plan, finalement. Ouais, bien sûr. Je foire mes business plans. Mais ça a aussi rapport avec le rapport à l'argent. Enfin, tu vois, ça. Attends, c'est quoi ta question? En fait, je me demande. Tu vois, tu dis que t'es midinette et que t'es fan et tout, tu vois, et que pour toi, en fait, t'es pas une star. Et je me dis, mais quand t'as enclenché, t'as passé toutes les étapes pour devenir potentiellement une star de cinéma, tu vois. D'ailleurs, t'as un peu joué dans des films. Oui. Mais vraiment peu. Il y a des stades que j'ai pas réussi à dépasser. Que t'aurais aimé? Dans le rêve. Ouais. Dans le rêve, j'aurais adoré. Ok. Mais dans la réalité, il y a des choses qu'il faut faire et que j'ai pas réussi à faire. Et que j'ai pas eu envie de faire, ou que... Mais comme quoi, par exemple? Bon, disons que j'ai pas eu ce truc d'être découverte à 19 ans par un réalisateur incroyable qui m'aurait donné accès directement au plus beau du cinéma mondial et à une œuvre d'art sublime, j'en sais rien, bref. Donc moi, j'ai dû passer plutôt par des castings, par jouer dans des téléfilms. Et disons que, par exemple, j'ai détesté jouer la boulangère dans des téléfilms. Ouais. J'étais là, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Je vais pas imiter la boulangère. Donc, je l'ai fait 4-5 fois en me disant, c'est les étapes pour accéder à autre chose. Pourtant, c'est le métier de comédienne. C'est aussi une facette. Ouais. Non, mais c'est vrai. J'ai pas réussi. Non, mais il y a des trucs. Il y a certains castings que j'ai passé et où je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas tenir, en fait, parce que genre le mec est trop con, parce que le texte est trop nul et en fait tout me mettait mal à l'aise, quoi. Tout me mettait mal à l'aise et
j'ai un souvenir. Et puis parfois, j'essayais, tu vois, je me disais, allez, ce coup-ci, ce casting, tu réfléchis pas, tu le passes et vraiment t'essayes de bien t'entendre avec le directeur ou la directrice de casting. Tu joues le jeu, quoi, quelque part. Ouais, tu joues le jeu à fond, quoi. Et je me souviens, la dernière fois que j'ai essayé de faire ça, c'était pour un casting avec un film de Daniel Auteuil, je me souviens. Et genre, le directeur de casting ouvre la porte. J'avais rendez-vous avec lui, hein. Il ouvre la porte. Et puis là, il me dit « Oui ». Et perte de moyens immédiate. C'est-à-dire que je me suis dit « Ok, game over, encore quoi ». Juste le mec, il a dit « Oui ». Avec un air, tu sais, un peu interrogatif. Ouais. Genre, c'était un peu inattendu de me voir à cette heure-là, ce jour-là, dans cet endroit. Et donc, moi, j'ai dit, on a rendez-vous. C'est pour. Et là, je me suis dit, bon, ok. Mais c'était un test qu'il faisait parce qu'il était en train de passer. Il était en train de passer le casting. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, j'ai perdu complètement mes moyens. Alors que j'étais super motivée et j'ai tout foiré. Mais des histoires comme ça, j'en ai plein, quoi. J'en ai plein de moments où j'essaye d'être dans le truc exact qui est attendu. Et puis après, mon agent m'appelait en disant il paraît que tu étais complètement déprimée au truc. Je disais, ah bon? Merde, quoi. C'est l'effet que ça a fait, en fait. Pourtant, j'ai essayé de donner tous mes trucs et tout. Et vraiment, la catastrophe s'est encore produite. Peut-être parce que tu avais joué Fanny Ardant, l'actrice française. Je sais pas. Un peu comme ça. Je sais pas, mais mystérieuse. Complètement foiré. Et la seule fois où ça n'a pas foiré, c'était pour Canal, justement. Ok. C'est-à-dire que... Mais Canal, j'ai un peu envie de dire, t'étais peut-être aussi chez toi, quoi. Tu vois, il y a un côté... non, c'était avant culture. Que... En fait, quand donc j'avais 22 ans, j'étais encore à l'école de théâtre, j'étais encore au cours Florent et tout ça. Et j'avais fait un court-métrage. Et la directrice de casting m'appelle et me dit, il cherche quelqu'un pour une émission en direct. Viens passer le casting. Puis moi, je me dis, ah non, mais vraiment, la télé, mais hors de question. C'est vraiment pas ce que je veux faire. Moi, je veux faire du théâtre. Je veux jouer du Claudel dans des caves, du Racine et tout. Hors de question que je fasse un casting pour la télé. Mais elle insiste un peu. Et puis, elle me dit, si, viens le passer. Et puis, la veille, j'avais vu le film La famille Tenenbaum. Et je me suis dit, pour rigoler, je vais faire le personnage de Margot Tenenbaum. Parce que le brief, c'était, il fallait être gay, je sais pas quoi, enjoué et tout. Et donc, j'arrive déguisée en Margot Tenenbaum et je fais un truc hyper sombre, hyper glauque. Je parle à 2 à l'heure et tout ça. Et puis, c'était Dominique Farrugia qui était directeur des programmes. Et je sais pas pourquoi, il dit qu'il veut me revoir pour le truc. Et moi, je me dis, c'est pas possible, c'est bizarre, quoi. Pourtant, j'ai essayé de faire je me souviens, il y avait un décadreur qui, en sortant de mon audition, avait dit, c'est une des choses les plus tristes que j'ai vues en 20 ans de Canal+. Mais Farrugia avait senti en toi qu'il y avait un truc, non, j'imagine? Oui, parce qu'il m'a reconvoqué, donc j'ai fait d'autres essais que j'ai gardé le même truc. Et puis là, Ariel Saraco m'a convoqué. Alors Ariel Saraco, qui est la boss des programmes, enfin la boss historique, j'ai l'impression, des programmes chez Canal, quoi. Ouais. Et puis elle m'a dit, c'est bon, c'est toi et tout ça. Tu commences la semaine prochaine en direct sur Canal et tu vas écrire tes textes. Donc moi, je leur ai dit, mais c'est pas du tout ce que j'avais prévu dans ma vie, de travailler à la télé, d'écrire et tout ça. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Et puis, tu lui as dit ça? Non, je n'ai pas dit ça parce que j'avais 22 ans, j'étais serveuse et j'étais pétée de trouille. Et je me souviens, il m'avait dit... j'avais demandé un week-end pour réfléchir quand même. Et maintenant, avec le recul, je me dis, j'étais complètement barge, quoi, parce que vraiment, je m'étais posé la question en me disant, je sais pas si je vais accepter. Et puis, tout le monde m'avait dit, mais si, en fait, accepte. C'est Canal+. C'est Canal+. Ça se refuse pas. Puis, je me souviens, elle m'avait parlé d'argent, et puis elle me dit, elle m'avait posé des questions par rapport à la rémunération et tout ça. Puis, elle m'a demandé combien j'étais payée. Et puis, à cette époque, j'étais serveuse au Calife, et donc, je lui dis, 11 € de l'heure. Et puis elle m'a dit, ah oui, ça va être plus. Voilà, mais c'est marrant parce que je pense souvent en ce moment à Ariel,
aussi à toutes les personnes, les DRH, les producteurs qui étaient à Canal à cette époque, avec beaucoup de reconnaissance, parce que voilà, j'ai le souvenir d'une période vraiment de bienveillance et ça a duré 10 ans mon travail à Canal, et j'ai vraiment passé 10 années où j'ai jamais été maltraitée. Enfin, c'était tout le temps. À chaque fin d'année, Ariel me disait, bon, tu veux faire quoi l'année prochaine? Moi, je lui disais, je veux faire juste Canal Plus décalé, ça me va, et tout ça. Ah bon, t'es sûre, tu veux pas faire plus? Non, ah bah très bien. Enfin, ils avaient vraiment un truc de jamais dire quelque chose de blessant. Puis j'y pense parce que après j'ai travaillé pour France Inter et c'était pas du tout la même chose. Et du coup, je me dis, il y a vraiment des différences quand même en fonction des gens. Finalement, des gens, hein, c'est même limite plus que des boîtes, parce que pour moi, c'est plutôt, ça a l'air d'avoir changé chez Canal, quoi. Tu vois, la culture, c'est a l'air d'être un peu moins sympa. Je ne sais pas, mais qui dirige Canal Plus maintenant? Je ne sais pas non plus. Faut pas dire son nom. Non, parce que sinon. C'est comme Candyman, on dit pas 3 fois son nom devant un miroir. Mais en fait, c'est fou parce que pour moi, l'un des trucs qui fait que peut-être tu t'emmerdais dans les castings, etc., c'est que, à mon sens, t'étais pas juste qu'une comédienne, en fait, t'avais le potentiel aussi d'écrire, non? Visiblement, c'est ce que Ariel Saraco et Dominique Farrugia ont repéré chez toi. On repéré chez moi, et c'est vrai, bien avant que je le repère moi-même, parce que pour moi, j'avais pas du tout envie d'écrire, j'avais pas du tout envie de donner mon avis sur le monde. C'était pas du tout ce que je voulais faire, quoi. J'ai complètement raté ma carrière. De star d'Hollywood. Non, mais de tout. En fait, je m'en aperçois. Mince, j'écris, mais quelle nouille. Non, mais oui, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Et puis finalement, je suis bien contente. T'as fait ça pendant 10 ans chez Canal, où tu faisais... En plus, c'est un exercice exigeant, quoi. Pendant 10 ans, t'écrivais tous les jours de la semaine un programme. Oui. Qui passait sur Canal Plus décalé, quoi. Ouais, d'abord, il y avait eu la séance au choix, après, il y a les films faits à la maison. Et puis, ouais, Canal Plus décalé, ça, c'était formidable parce que c'était c'était vraiment une minute quotidienne de carte blanche. Et donc, en fonction de mes lubies du moment, donc ça a été Karl Marx pendant des mois, je pouvais tout à coup faire... la seule contrainte, c'était d'annoncer le programme du soir. Donc, je pouvais faire 50 secondes sur Marx et 10 secondes sur c'était quoi le programme du soir. Donc, c'était quand même une liberté, mais folle. Ce truc n'avait absolument aucune visibilité. Enfin, non, c'était assez dingue. Je me souviens, un jour, ils me disent « Ah, il nous reste du budget pour la fin de l'année. Tu veux un nouveau décor? Tu veux quoi ?» Et je dis « Ah ben non, en fait, j'aimerais bien jouer avec un bébé tigre. » Et puis, ils se disent « Ok, pas de problème. » Et donc, j'avais eu la chance de rencontrer un bébé tigre. Enfin, voilà, tout était... délirant, et puis dans une bienveillance extrême, parce que j'étais quand même mi-folle. Enfin, je veux dire, quand j'étais dans des tripes, que ce soit Marx ou autre chose, quand j'étais dans des obsessions, c'était quand même assez présent. Tu l'es toujours, non, un peu, j'ai l'impression. Un petit peu. Un petit peu. J'ai l'impression que c'est un peu un trait de caractère qui a l'air de te suivre. C'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Mais ça s'est apaisé quand même. Je veux dire, j'étais beaucoup plus... Mais tu dis ça, enfin, les gens te voient pas, mais t'as l'air un peu contrit, tu vois, contrite de... Ah bah merde, en fait, je m'excuse un petit peu, mais pour moi, c'est trop cool, en fait, de fonctionner comme ça, à base d'obsession et de... Non, pas toi? Oui, non, si. Oui, c'est une chance quand on a les moyens de s'exprimer, surtout. Parce que c'est vrai que c'est... Il y a un événement fondateur aussi quand j'étais à Canal. C'était les émeutes de 2005. En fait, je les ai vécues vraiment en direct. Et je me suis rendu compte du privilège. Les émeutes en banlieue, qui avaient eu lieu en banlieue. Suite à la mort des 2 enfants. De mômes, là, qui s'étaient fait poursuivre par les flaques. Tout à fait. Et vraiment, je me suis rendu compte du privilège unique, enfin pas unique, mais du privilège immense que j'avais, moi, d'avoir de la parole publique, qui était aussi dû à mes privilèges sociaux, je dirais. Et que, en face, il y avait des gens qui, pour s'exprimer, pour dire la vérité, n'avaient que des moyens d'émeute,
et qu'en plus, ils s'étaient pas entendus. Et c'est vrai que c'est un moment où je me suis dit, mais en fait, je peux pas parler pour ne rien dire parce que j'ai une chance que beaucoup n'ont pas. Et puis, il y avait un de mes professeurs de théâtre aussi qui s'appelle Stéphane Auvrenroy qui nous disait tout le temps qu'on n'avait pas le droit de monter sur scène pour ne rien dire. Donc, quand j'étais à l'école de théâtre, je me disais, mais qu'est-ce qu'il dit? Enfin, quand on monte sur scène pour dire du Marivaux, on dit du Marivaux. Mais il nous disait qu'on ne pouvait pas dire du Marivaux, comme avant, comme après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, que, en tout cas, toutes ces choses-là changeaient notre façon d'être et de dire et de monter sur scène et tout. Et c'est des choses que j'ai vraiment comprises à ce moment-là. Disons qu'à Canal, comme j'étais en direct après les infos, je recevais ce qui se passait aux infos et je me sentais vraiment transformée. Et en fonction, ça bouleversait un peu mes textes. Et puis, j'étais aussi... j'avais la chance d'être avec Paul Moreira, qui est journaliste. Qui était l'un des journalistes un peu historiques de Canal. Ouais. Des figures de Canal à l'époque. Ouais. Et comme je devais de temps en temps annoncer ces programmes, en tout cas ces documentaires ou ces émissions, donc on se téléphonait et puis il me racontait aussi. Il y avait aussi les auteurs des Guignols avec qui je partageais la production. Donc les auteurs des Guignols, je les voyais tout le temps dès que je venais tourner. Donc ça m'a créé aussi une culture un peu de sur le monde, quoi. Et ça y est, je suis perdue. Non, mais je vois. Tu sais que, en fait, j'ai interviewé ton compagnon, Thomas VDB, et moi, j'étais convaincu que tu avais fait des études d'économie. Ah bah ouais, mais non. Pas du tout. Mais par contre, j'ai beaucoup lu des livres d'économie. Oui. Pour écrire Comment épouser un milliardaire, j'allais au Virgin Megastore, et au sous-sol, il y avait une librairie. Et ils avaient beaucoup d'essais d'économie. Et donc, je les prenais, il y avait un ascenseur direct, j'allais en haut au café, je lisais à fond et tout, je prenais des notes tout en mangeant. Ils faisaient un truc qui était assez bon, c'était des hamburgers, il y avait des espèces de petites frites, c'était des hamburgers, mais avec, au lieu du pain, c'était une espèce de truc de frites, quoi. Wow. De petits trucs de patates, je sais pas, ouais. C'était trop bon. Donc je mangeais ça. Et puis, une fois que j'avais lu tout le bouquin, je redescendais, je ramenais les bouquins. Je me souviens de la lecture de la bio de Sergey Brin et Larry Page à cet endroit. Donc, les fondateurs de Google. Ah, mon Dieu. Je me souviens, je m'étais tapé toute la bio et tout ça. Et dans Comment épouser un milliardaire, il y a un petit passage sur les deux. Et puis, au bout des 400 pages, j'en ai fait 5 lignes. Et je me suis dit, putain, mais pourquoi tu t'es tapé 400 pages sur ces gars? Mais j'ai découvert je me souviens, c'est là-bas que j'ai lu le livre d'Hervé Kempf qui s'appelle Comment les riches détruisent la planète. Hervé Kempf, qui est maintenant le directeur de Reporter, qui a créé Reporter. Et Hervé, c'est vraiment, je l'aime trop, c'est quelqu'un d'incroyable. Et son livre, il a été très, très important pour moi parce que il a fait le lien entre écologie et milliardaire. Et puis voilà, c'était une époque, c'était en 2009, à l'époque des subprimes, où vraiment l'économie n'était pas du tout un sujet. Donc quand j'ai commencé à écrire sur les milliardaires, je me souviens, tout le monde me disait, mais pourquoi t'écris là-dessus? Ça n'intéressera personne, l'économie. Et moi, pour moi, les inégalités, les riches et les pauvres, c'était vraiment un mystère que j'avais envie de creuser. Et parce que j'acceptais pas le concept d'inégalité. Mais en plus, pour moi, t'écris pas sur l'économie. T'écris sur l'économie, mais tu vends... Encore une fois, tu vends un truc de comment épouser un milliardaire, quoi. Tu veux dire que tu es en train de révéler mon arnaque. Tu l'as marketé. Bah, mon énième arnaque. Non, mais tu l'as très bien marketé. C'était ton objectif aussi de te dire, ok, je vais faire en sorte, comme on le disait tout à l'heure, de prendre les gens un peu en otage et de leur mettre des trucs après leur avoir vendu une... Alors, je dirais pas que j'ai pris les gens en otage. Désolé, mais ton spectacle, il a un titre de télé-réalité, quoi. C'est trop bien. Ouais. Alors, c'est vachement dur. Au début, je voulais l'appeler Arlette. Ouais. Mais je crois marche moins bien. Ça marche moins bien, mais parce qu'il y avait un film avec Josiane Balasco. Et après, en fait, comme j'étais fan de Marilyn, je trouvais que le décalage avec Comment épouser un millionnaire, puisqu'à l'époque, millionnaire, c'était déjà très riche, alors qu'aujourd'hui, c'est très pauvre.
je trouvais ça rigolo en fait. Et puis non, c'était super dur de trouver un titre. Et c'est vrai que dès le début, j'ai compris quelque chose, c'est que je voulais pas du tout jouer pour un public bourgeois. Enfin, en tout cas, dans les théâtres subventionnés où moi j'adorais aller et où j'adore toujours aller. Mais c'est vrai que c'est des théâtres où on capte rien, quoi. Enfin. Dans quel sens ? Dans le sens où ils se foutent de notre gueule, franchement. Non, mais parce que je vous donne un exemple. Parfois, je vais voir des pièces et genre c'est Hamlet, mais ils ont changé le début, la fin, le milieu, le texte, machin, et on capte plus rien. Donc, c'est-à-dire que si on connaît par cœur Hamlet, on peut trouver les décalages et se marrer un peu, mais pour des gens qui vont au théâtre, en fait, c'est humiliant parce qu'on capte rien. Je me souviens d'une pièce sur Marx, pareil, où je suis allée la voir. J'ai écrit un spectacle sur Marx, j'ai travaillé sur Marx vraiment intensément et tout ça, et je suis allée voir la pièce et j'étais là, je ne capte rien. Comment c'est possible que au théâtre, je ne capte rien dans un spectacle sur Marx et sur le théâtre ? Et voilà, et tout ça, ce truc, j'ai des souvenirs d'aller au Festival d'Avignon et de voir des pièces et de me dire, mais qu'est-ce qu'ils font ? Vraiment, et je trouve que c'est pas du tout gentil pour le public. Et donc voilà, ça dès le début, c'était très clair que je voulais pas faire ça. C'est-à-dire parler à un public convaincu, qui lit Télérama, qui est de gauche. Voilà, moi je voulais vraiment m'adresser à un public populaire plutôt et pas un public. Ok. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai choisi cette forme. D'où le titre. Mais disons que le one man show, le seul en scène, c'est un format qui est plus populaire et qui est plus accessible, qui est moins intimidant, et donc on peut s'adresser à des gens qui se la racontent pas. Ouais. Parce que tu me disais aussi tout à l'heure qu'il y avait un truc qui était très fort chez toi autour du collectif et du fait de créer quelque chose ensemble, etc. En tout cas, quand t'étais plus jeune. Mm-hmm. C'est un peu... Alors certes, t'es entouré quand tu fais un one man ou un one woman, mais t'es quand même tout seul sur scène à la fin et c'est quand même toi qui as écrit. Enfin, tu vois, t'es revenu pour le coup sur une forme un peu plus individuelle, quoi. Oui, alors curieusement, moi j'adore le milieu du one man show. Okay. Et des humoristes et tout. C'est marrant, j'ai lu un truc, je crois que c'est dans Society, je crois, ouais, où ils dépeignent le milieu vraiment comme un truc atroce. Alors moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. J'ai énormément d'amis humoristes. Je crois. Parce qu'en lisant le truc, je disais, en fait, peut-être que tout le monde me déteste. Mais voilà, j'ai plutôt des souvenirs de grande solidarité dans les loges. Ou dans les festivals, ou dans le milieu. En tout cas, moi, j'ai vraiment... Il y a énormément d'humoristes que j'adore, que j'ai fréquentés, et avec qui j'ai l'impression qu'il y avait plutôt une communauté et de l'affection sincère, quoi. En tant qu'observateur, c'est un peu ce que j'ai observé aussi depuis 15 ans, quoi, tu vois. Donc, oui. Je suis assez d'accord avec toi. D'accord. Bon, ça me rassure. Après, je crois qu'il y a des bandes, tu vois. Il y a des bandes d'humoristes, quoi. Tu vois, t'as la clique de France Inter. Après, ils se voient, mais en fait, ils se côtoient pas beaucoup plus que ça, si tu veux, avec, par exemple, la clique de Bref. Tu vois, on parlait tout à l'heure de Kian Kojandi, etc. Ils se connaissent, ils s'apprécient et ils font des trucs ensemble, si tu veux, mais c'est pas forcément la même bande. Ils traînent pas forcément ensemble, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, bref. Oui. Je crois que c'est un peu comme dans tous les groupes, quoi. C'est comme au lycée et les groupes sociaux, quoi. Ouais, mais je trouve qu'il y a plutôt beaucoup de solidarité et de respect, j'ai l'impression, les uns pour les autres. Enfin, on sait à quel point c'est difficile et puis j'ai l'impression que c'est un milieu plutôt solidaire. Ok. Donc tu te lances dans ce spectacle que tu vas jouer quasiment 10 ans ? Oui. Où tu crées une obsession pour les milliardaires. C'est devenu ton obsession. J'aimerais bien savoir d'où ça te vient, en fait, de vouloir... te focaliser sur les super riches, parce que tu disais un truc génial, c'est que tu disais il faut 11 heures pour compter de 1 à 1 million, c'est ça? 11 jours. 11 jours. 11 jours pour compter de 1 à 1 million? Oui. Bah, attends. Oui. C'est long quand même. Oui. Compter jusqu'à 1 million. Et il faut 31 jours. Il faut 31 ans pour compter jusqu'à 1 milliard. 31 ans, non mais...
Et on rappelle quand même, pour ceux qui ne le savent pas, que l'homme le plus riche du monde a 196 milliards. Quand j'ai écrit le spectacle, il y avait 793 milliardaires et le plus riche avait autour de 40 milliards. Et aujourd'hui, ils sont 2668 et le plus riche a 196 milliards. Donc c'est Elon Musk. Je crois même que c'est psychopathe. C'est pas plus de 200 même, je crois. Enfin, moi j'avais lu un truc, mais bref. Ça dépend des jours parce que la valorisation boursière monte, descend, et donc voilà. Là, il a dépensé 44 milliards dans Twitter, donc hop, 44 de moins. Mais c'est vrai que finalement, comme leur fortune est énormément axée sur l'évaluation boursière de leur oui, ça peut s'écrouler en 2 secondes. Ça me rassure un peu parce que Elon Musk, j'aimerais vraiment qu'il n'ait plus les moyens d'envoyer autant de CO2 dans l'atmosphère que 1 milliard de personnes dans toute leur vie. Voilà. Et lui, il peut envoyer en 9 minutes autant que 1 milliard de personnes dans toute leur vie. C'est un petit peu... Je pense qu'il faut lui enlever les clés de la boîte. Je sais pas comment on peut faire ça. À part une révolution et lui couper la tête, quoi, tu vois. Mais... Non, juste... non, je pense que... Je pense sincèrement, parce que c'est rigolo, il y a pas très longtemps, j'ai vu qu'il y a une des milliardaires qui était entrée dans la liste de Forbes et qui était devenue milliardaire en révolutionnant le monde des tests sanguins, qui là est actuellement en prison parce qu'en fait c'était une arnaque. Ah oui, il y a eu des séries sur elle et tout, c'est complètement dingue. Non, je pense que tu parles d'une autre. Ah ok, peut-être. Ouais, elle, c'était Elizabeth Holmes, je crois. Oui, c'est ça. Et elle a... il y en a encore une autre qui a... Oh, putain, c'est... Mais voilà, mais je pense que du coup, Elon Musk, c'est possible qu'on se rende compte que c'est une vraie arnaque. D'ailleurs, il a fabriqué son truc là qui s'appelle l'Hyperloop, cette espèce de train qui va comme une sarbacane géante et tout ça. Et qui a investi dans l'Hyperloop ? La SNCF française. C'est pas vrai. Ouais. Je dis, la flemme. Moi, j'ai plus de RER après 22h30. S'ils pouvaient mettre 3 sous dans les RER, ce serait sympa. Ouais. Et mais tu vois, l'autre truc dont je voulais te parler, c'est il y a un truc, tu vois, l'ex-femme de Jeff Bezos a récupéré la moitié de sa fortune après son divorce. Très, très bien, Mackenzie Bezos. Oui. Évidemment, elle s'est mariée sous le régime de la communauté. Très important quand on épouse un milliardaire. Mais, ceci dit, non, elle n'a pas épousé un milliardaire. Elle a épousé Jeff Bezos, qui à l'époque était... Tout à fait. Personne, quoi. Le flair. Le flair. Elle n'a pas épousé un milliardaire. Je crois que si elle avait épousé un milliardaire, ça n'aurait pas été le même contrat de mariage, quoi. Clairement. On ne sait pas. D'où vient cette obsession pour les milliardaires ? Disons que quand j'ai commencé à vouloir écrire sur les inégalités, sur les riches et les pauvres, je me suis aperçue que ces types, ils sont incontournables malheureusement. Je pense que si on regarde dans cette pièce qui est un studio d'enregistrement, il y a forcément des trucs. Qu'on peut trouver 2-3 traces de Warren Buffett, Bill Gates. Non, tu as des chaussures qui n'appartiennent pas à un milliardaire, j'admire. Non. Bon, une montre Tim Cook. Une montre de Tim Cook, tout à fait. Bon, voilà, il y a des... J'ai un téléphone Apple. Ah oui, j'avoue. Après, il y a forcément des trucs qui viennent de chez Amazon, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Quelle horreur. Mais oui, effectivement, donc je me suis aperçue que ces types, c'était un peu comme des péages, quoi. Genre, en fait, il n'y a pas d'autre route, on est obligé de les traverser et de leur filer une partie de notre travail et ils ont pris une puissance qui est gigantesque. Il y en a un qui parle de ça sublimement, c'est Jean Ziegler, un sociologue suisse. Et Jean Ziegler, il parle de ça. Enfin, il parle surtout aussi de la faim dans le monde, en disant que chaque enfant qui meurt de faim est un enfant assassiné. Enfin, il fait vraiment très très bien le lien entre les milliardaires et l'extrême pauvreté, la pauvreté. Enfin, ce système est interconnecté et donc... Moi, j'ai commencé à vouloir écrire sur les inégalités quand je vivais à Paris et j'ai commencé à voir en 2009 des retraités qui fouillaient dans les poubelles. Et je trouve qu'à Paris, on voit vraiment l'explosion des inégalités. Et d'ailleurs, quand je me suis installée à Paris, il n'y avait pas encore de familles qui dormaient dans la rue. Ça, c'est quelque chose qui est apparu après 2010. Et finalement, on subit aussi cette explosion des inégalités parce que on peut pas être heureux dans un système aussi violent pour les autres.
Donc, même si moi, je fais partie des heureux du système, je suis quand même extrêmement malheureuse de ce système. Et donc, je veux que ça s'arrête. Je veux sortir de ce cauchemar et que dans 1 an ou 2, on fête la libération sur les Champs-Élysées et que voilà, les milliardaires ne soient plus qu'un lointain cauchemar. Waouh. Ouais. C'est une utopie. Non, c'est pas une utopie. Ah ouais, vraiment? Non, c'est pas du tout une utopie. C'est ce système-là qui est utopique. Oui, je suis d'accord. Mais c'est le système dans lequel on vit, quoi. C'est toujours ça qui est un peu. Oui, mais ça peut être renversé en quelques secondes. Il y a qu'à voir ce qui se passe en Iran actuellement. Il y a vraiment un changement et j'écoutais justement les Iraniennes ce matin qui parlaient et Léa Salamé leur disait est-ce que vous croyez voir un jour le régime tomber, etc. Et puis les filles elles disaient en fait non, c'est pas un jour, c'est demain. Et je pense qu'elles ont raison. Oui. Je pense qu'elles ont raison et que ce système va pas tenir très longtemps. Louise Michel disait la même chose en 1902. Ouais. Donc bon, non, mais sincèrement, je crois vraiment que là, on est au bout du rouleau. Ok. Au bout du rouleau. Enfin non, mais en tout cas que c'est terminé, qu'il y a des choses qu'on va plus accepter. C'est comme ça que la transition s'est faite avec Billion Dollar Baby ou parce que dans Billion Dollar Baby, tu racontes la vie d'une maman qui va avoir un enfant. D'ailleurs, tu as joué le spectacle enceinte, à peu près jusqu'au cou. Oui. Et c'est une maman qui parle à son enfant, en fait. Donc, pour moi, il y a aussi ce truc, tu vois, de legs et tu vois, d'héritage à ce qu'on refile à nos enfants. Moi, j'ai 2 filles qui ont 16 et 14 ans, qui sont vraiment nées à pas la bonne époque, dans le sens où, à l'époque, on parlait du réchauffement climatique, on parlait du changement climatique, etc., mais pas encore très peu. Il y avait Claude Allègre qui était sur TF1 en mode climato-sceptique total, etc. Et tu vois, j'ai l'impression que c'est vraiment ces 5 dernières années où ça s'accélère en même temps que le changement climatique, justement, s'accélère. Je me demandais, toi, de ton côté, qu'est-ce qui t'avait donné envie d'écrire ce spectacle et de la transition Est-ce qu'il y a une transition avec Comment épouser un milliardaire ? Disons que j'ai essayé d'écrire une lettre à un bébé pour lui dire, pour lui expliquer tout le système. Quand j'étais enceinte, il y a vraiment quelque chose que j'avais du mal à accepter, c'est la guerre. Vraiment, j'ai voulu bosser sur la guerre. D'ailleurs, le spectacle s'appelait Chair à canon à ce moment-là, et de me dire, en fait, c'est quoi ce truc, quoi, où on tue des bébés volontairement avec des armes, la bombe atomique, tout ça me faisait hyper peur. Et donc, j'ai vraiment voulu travailler à fond là-dedans. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que la guerre n'était que une espèce de corollaire de l'économie. En fait, il n'y a pas d'idéologie derrière. C'est juste, nous, on est les 3e plus gros vendeurs d'armes au monde. On vend à l'Arabie Saoudite pour qu'ils bombardent le Yémen. Il y a des bombardements. Jean-Yves Le Drian, François Hollande ont été des plus grands bombardeurs de l'histoire, mais personne n'en parle. Et j'avais vraiment envie de me dire, en fait, je vais dire que je suis pas d'accord. Parce que c'est extrêmement violent d'utiliser mon argent pour faire ça. Et pour mettre en péril la vie de mes enfants et la vie des autres enfants, des autres femmes dans le monde. Et j'ai vraiment eu ce truc de dire, il faut... En fait, tiens, je regardais Handmaid's Tale là hier. Oui. Et il y a vraiment des moments où je me prends pour June Osborne. Tu vois, qui est à Gilead là. Oui. Et c'est pire pour elle. Ouais. C'est pire. Ouais. Bon. Mais en fait, pour moi, c'est pas OK non plus. Tu vois, il faut que je fasse comme si les smartphones, c'est génial. Alors qu'on sait qu'il y a des enfants qui extraient le cobalt dans les mines, qu'il faut du cuivre, de l'électricité, que l'électricité, c'est du réchauffement climatique, que le streaming, c'est la moitié de la consommation électrique d'Internet. Mais il faut que je dise « Oh, mais merci les gars, vous avez fait le streaming, c'est vraiment la chose que je voulais. » Mais en fait, non, je veux pas le streaming. Bon, c'est un peu contradictoire avec le fait que j'ai regardé Handmaid's Tale hier, mais en fait, je veux pas le streaming, je veux aller au cinéma, à la limite. Je préfère aller acheter un DVD. Non, mais disons qu'à partir du moment où il y a des enfants qui meurent dans le process, je préfère qu'on arrête. Donc, c'est pareil pour les smartphones, pour les SUV,
pour l'industrie nucléaire, pour tout ça, il faudrait que on dise aux hommes qui fabriquent ça, c'est super, vas-y mon chéri, continue. Oui, je te regarde. Et vraiment, en écrivant le spectacle, je me suis dit, je vais être sincère avec toutes les choses où on me dit, mais c'est formidable ma chérie, la marchandisation de l'eau, c'est génial, tu veux puiser pour avoir de l'eau, vas-y, t'as une corde et un seau et tout. Par exemple, questionner l'électricité. Ça, c'était quelque chose d'intéressant. Bien sûr. Parce que l'électricité, on croit que ça existe depuis toute éternité. Mais en fait, l'électricité de masse, ça a 70 ans. Et puis surtout, son utilisation massive, et je dirais même grossière, aujourd'hui, parce qu'on l'utilise vraiment pour mettre des écrans publicitaires. Enfin, on a une consommation électrique débile, les frigos ouverts, les trucs comme ça. Et je me suis dit, on a le droit aussi de questionner l'électricité. Il y a les peuples autochtones qui refusent l'électricité et à qui on va dire « Ah, mais non, c'est le progrès, c'est génial, l'électricité, grâce à ça, vous allez pouvoir regarder du streaming et tout. » Mais oui, pour moi, c'était vraiment important de me dire, si cet enfant naissait dans un endroit vierge de toute civilisation, il aurait quoi ? Il aurait moi, son père, d'autres êtres humains autour, mais il n'aurait pas tous ces trucs qu'on a fabriqués et qui sont... Moi, ça me dérangerait pas du tout si y a des gens qui voulaient de l'industrie nucléaire, des smartphones, des SUV, s'ils vivaient dans leur coin et qui nous embêtaient pas en fait avec ça. Mais c'est vrai que le fait que 80% de l'espace public soit occupé par des voitures, que les enfants puissent plus jouer dans la rue, c'est des choses que je trouve très violentes et qui ont 20 ans pour la plupart. Bah oui. L'accélération, elle est vraiment dans les 20 dernières années. Donc, ça a 20 ans, on a le droit de dire, est-ce qu'on peut y réfléchir 2 minutes ? Dire, stop, moi, je sais pas, je suis pas sûre de vouloir ça. Je suis pas sûre de vouloir Enfin, quand je vois dans le train, par exemple, tous les gens qui sont sur leur téléphone, sur leur smartphone, qui disent à peine bonjour, qui sont dans un monde virtuel et qui sont dans une forme d'agressivité aussi, parce que regarder des séries télévisées hyper violentes, quand on regarde, enfin de temps en temps je regarde ce qu'il y a sur Netflix, mais j'ai pas Netflix, mais c'est hyper violent. Il y a un niveau de pornographie, d'agressivité, le monde décrit est immonde, et c'est marrant parce que les gens un peu de droite, les éditorialistes et tout, ils se plaignent, ils parlent du wokisme, de la violence, du machin et tout. J'ai dit, mais en fait, posez-vous la question de qu'est-ce que les gens regardent. Enfin, adressez-vous aux GAFA qui diffusent des choses hyper violentes. Oui, puis qui produisent en plus aujourd'hui. Ils font pas que diffuser, quoi. Ils financent aussi énormément. Mais c'est, tu vois, et en fait, je comprends que toi, de ton côté, tu te sois dit, alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un business plan décroissant. Et donc, je vais faire en sorte... En fait, il y a plein de... comment dire, d'humoristes, tu vois, qui utilisent aussi, par exemple, Prime Video pour se faire connaître et pour aider et pour faire venir du monde dans leur salle, etc. Et tu vois, je me disais à quel point, toi, en vrai, tu gagnerais à aller sur Prime Video, à faire un peu d'entrisme, toi qui as étudié Karl Marx. Prime Video, alors ça, je pense que vraiment Prime Video, c'est comme avoir un smartphone pour moi. Ouais. Ça, donc t'as pas de smartphone, hein, Non, je n'en aurais pas, je n'en aurai jamais. Mais non, Prime Video, je comprends ceux qui. Ouais, non, je comprends. Je comprends. J'ai travaillé pour Canal+, je travaillais pour France Inter, donc je veux dire, j'ai aucune leçon à donner d'antisystème, quoi. Ouais. Mais non, mais Prime Video, personnellement, je n'irai pas. Je pense que faut pas que je croise Jeff Bezos dans une rue mal éclairée. Ça va mal se finir pour lui. Non, mais vraiment, enfin, je veux dire, le type brûle les invendus dans les usines. Son modèle, son business plan à lui est vraiment dégueulasse. Enfin, je veux dire, je peux pas lui donner un centime. Ouais, je comprends. Mais je pense qu'il s'en fout, par contre. C'est ça le problème. C'est que lui, il s'en fout de ce que je peux faire. Et par contre, le problème, c'est ça, c'est que ce connard de Jeff Bezos a une influence sur ma vie et moi, j'en ai pas sur la sienne.
Zut, il va falloir que je trouve une solution. Devenir star d'Hollywood, peut-être. Et ça, non. Ça va être possible. Je vois pas bien le... Il faudrait qu'il y ait vraiment un gros twist dans ma carrière, là, pour que ça arrive. Je vois pas bien comment ça pourrait se passer. Mais, non, mais si. Très bonne, bravo. Très bonne relance. Oui, parce que je me disais, tu vois, par exemple, là, en ce moment, les cinémas, ils sont en train de crever, etc. Les théâtres aussi, à cause de Amazon, blablabla. Donc, je me dis, toutes les actrices... Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, je crois que les gens ont oublié, ont perdu l'habitude de sortir avec le Covid. Oui. Il y a un truc. Non, mais à cause des comptes de smartphone, à cause de Netflix aussi, et ouais. tout. Bah oui, Okay. Uber Eats, machin. Mais alors, donc j'ai eu une idée. C'est en fait, comme toutes les actrices qui sont égéries de marques de luxe, genre Chanel, Dior, tous ces trucs comme ça, elles justifient souvent le fait d'être égérie parce que grâce à ça, elles peuvent faire des petits films d'auteur. Je savais pas, mais souvent. Je te crois là-dessus. Je lis beaucoup d'interviews. Oui, j'allais dire, je te fais confiance. En tant que midinette. Mais ce qu'il faudrait leur dire, c'est en fait de mettre leur contrat d'égérie dans la balance en disant à Macron, à toute la bande et tout, en fait, faites en sorte de ultra bien financer le cinéma d'auteur. Sinon, on n'est plus égérie de marque de luxe. Et tu crois vraiment que Macron dirait « Ok, on va changer alors ?» Je sais pas si ça se joue au niveau de Macron. Bah si, je crois aussi. Bah oui, parce qu'ils subventionnent à fond là les trucs genre Netflix, Uber, machin et tout. Si, bah ils subventionnent à fond. Le cinéma français subventionne Netflix, t'es sûr? Non, Macron. Macron? Oui. Enfin non, mais derrière Macron, il y a... Enfin, pour moi, derrière le cinéma français, genre le CNC et tout, je savais pas qu'ils finançaient Netflix. Non, alors ça, j'en sais rien. Je crois pas, hein. Ça, je sais pas, mais je sais que le CNC, justement, est en train de baisser les subventions au cinéma d'auteur pour favoriser plutôt le mainstream, quoi. Bah ouais. Donc, voilà, c'est pas possible. Bah écoute, il est temps de devenir... Égérie de marque de luxe pour pouvoir mettre mon contrat dans la balance. Let's go, Audrey. Mais je pense que Bernard Arnault n'attend que mon appel. Mais Bernard, si tu nous écoutes. Voilà, je suis disponible pour avoir des gros diamants autour du cou, piqués dans des mines en Afrique. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler dans cette interview? Peut-être les ZAD. Qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, d'aller jouer dans les ZAD? Alors, je dirais que pendant le confinement, on n'avait plus le droit de jouer. Et donc, je me suis dit, ce qui va être chouette, c'est de jouer justement pour sauver des endroits menacés par la grande industrie, les multinationales et tout ça. Et donc, j'ai demandé à aller jouer dans des endroits en lutte et des ZAD. Donc, j'ai joué pour les raffineurs de Total en Seine-et-Marne. Alors là, vous allez me dire, mais c'est pas une ZAD, ça. Mais... T'as aussi les endroits, tu vas aussi jouer sur les piquets de grève, c'est ça? Non, mais oui. Non, mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un lien entre les raffineurs et les ZAD. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, les raffineurs de Total en Seine-et-Marne sont contre la délocalisation de la raffinerie de Seine-et-Marne en Ouganda. Parce que Total veut forer dans une réserve naturelle et déporter les populations. Donc, les raffineurs étaient en grève justement pour dénoncer ça et aussi pour dénoncer le fait que Total laisse fuir les pipelines, n'entretient pas la raffinerie pour qu'elle tombe en ruine et qu'ils disent « Ah bah oui, on est obligé de fermer, quoi », au lieu de la réparer et de faire en sorte qu'elle ne pollue plus la Seine-et-Marne. Et donc, il y a vraiment un lien entre bah oui, les raffineurs et les ZAD. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que ils sont très concernés par l'écologie, contrairement à ce qu'on peut croire. Et eux, ils sont pour l'amélioration des choses, en fait, pour pas polluer au maximum, tout ça. Et donc ça, c'était vraiment super intéressant. Et après, je suis allée jouer au profit des soulèvements de la terre dans plusieurs endroits, contre Lafarge, contre les méga-bassines. Enfin voilà, dans plusieurs endroits en lutte. Et... je sais plus pourquoi je dis ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller jouer dans ces endroits en lutte, comme tu dis? Pour moi, c'est quand même très important d'essayer de sauver le plus possible les terres fertiles, que ce soit à Saclay ou à d'autres endroits.
Et comme c'est un spectacle Billion Dollar Baby qui parle aussi de ça, justement, d'essayer de transmettre une terre viable pour nos enfants. Voilà, c'était très important pour moi de jouer dans des endroits où ça avait du sens. Et aussi de sortir de la marchandisation de l'art. De sortir de ce système où on joue dans des théâtres et où on passe encore par plein de milliardaires pour acheter les billets, la Fnac, le machin et tout. Donc ça reste quand même un système très marchand. Tout à coup, dans les ads, c'est complètement dans le partage et il y a plus ce rapport marchand qui, je pense, est la chose qu'on doit le plus étendre aujourd'hui. C'est sortir du règne de la marchandise. Donc essayer d'étendre les endroits de gratuité et pour échapper aux milliardaires, justement. Mais tu vois, aussi te dire, je vais mettre une petite cagnotte à l'entrée et les gens mettront ce qu'ils veulent. Et tu vois, d'utiliser l'argent, tu vois, de te faire rémunérer comme ça aussi. Oui, non, je pense à ton producteur qui est en train de se dire qu'est-ce qu'Audrey est en train de faire, ta productrice. Oui. Après, disons qu'il y a, je joue encore dans des théâtres. Okay. Dans des théâtres normaux. Comment tu gagnes ta vie alors après, si tu vois, pour moi il y a un peu ce truc là. Oui, mais c'est pour ça que pour l'instant j'ai la chance de continuer à jouer un petit peu dans des théâtres. J'ai la chance d'être intermittente du spectacle et donc je remercie tous les jours ce statut incroyable qu'on a en France et qui permet qu'on ait énormément de gens qui sont comédiens encore, qui sont techniciens et tout ça. Et on se rend pas compte de la chance que c'est d'avoir un théâtre ou 2 théâtres par ville en France, alors que des pays comme l'Italie, l'Angleterre et tout ça, c'est fini. Ils ont plus du tout de théâtre. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui m'a le plus rendu triste quand Bolloré a racheté Canal, c'est qu'en détruisant les Guignols, il a détruit aussi les marionnettistes, les décorateurs, les costumiers, et il y avait vraiment un écosystème d'intermittents là, magnifique. Qui travaillent. Mais les marionnettistes, ils étaient tous incroyables. Enfin, je veux dire, et je dirais que c'est une des choses qui m'a rendu le plus triste à ce sujet-là et que je vois à chaque fois avec les milliardaires, c'est-à-dire que quand ils arrivent, en fait, ils détruisent un écosystème et cet écosystème, il est mort à tout jamais. On pourra jamais recréer la même chose. Et c'est la même chose avec les espèces animales qui disparaissent. Quand on bétonne le plateau de Saclay et qu'il y a des espèces qui sont là au seul endroit, c'est là, elles disparaissent et elles disparaissent pour toujours. Là, actuellement, il y a 200 espèces qui disparaissent tous les jours. Ces 200 espèces, elles sont perdues pour nos enfants et les enfants de nos enfants, et ça jusqu'à la fin des temps. Elles reviendront pas, quoi. Et ben voilà, on termine sur une note sympa et positive. Non, mais si, il y a encore énormément de choses à sauver, il y a encore plein d'espèces à sauver, et je pense que justement on est là pour ça, pour dire que l'homme n'est pas la seule espèce à avoir le droit de vivre sur cette planète. Et je pense qu'il faut vraiment l'expliquer aux milliardaires pour qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas de droit de vie et de mort sur le monde, quoi. Clairement. Mais d'ailleurs, ils vont entendre cette émission et ils vont arrêter immédiatement leur connerie. Hi Alan, I hope you're fine. Lui, il est en train de tout péter Twitter. Enfin, c'est complètement ouf. Ah, mais c'est super ça. Il va péter Twitter en 2 jours. Ça va être incroyable. Merci beaucoup Audrey. Tu joues à l'Européen, donc, rappelons-le, lundi 28. Oui. Au profit de Survival France. Et je mettrai tous les liens pour que les gens puissent aller acheter des billets et venir te voir jouer Comment épouser un milliardaire. Sans doute la dernière. Peut-être. Oui, sûrement. Il faut que j'arrête à un moment donné. Il faut lâcher ce bébé là. Il faut arrêter avec cette robe de mariée, ça devient pathétique. Merci beaucoup de rester très cool. Merci. Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com. Tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi
dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. etc. Enfin, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.